Eh ben, je suis hyper heureux d'être avec toi, Patrick. Merci Jonathan. Juste pour te présenter brièvement, donc tu es pianiste, Mhm. écrivain, tu écris de nombreux livres sur Mhm. la Ouais, biodiversité et un prochainement sur l'histoire de l'écologie. tout à fait. Et moi, il y a un épisode dont tu m'as parlé qui m'a profondément marqué, Mhm. qui date du 19e siècle. Et ça se passe à Fontainebleau. Mhm. Ça se passe avec des artistes, des peintres qui se sont engagés pour justement préserver la forêt contre l'État. Voilà. Je n'en dis pas plus que tu racontes C'est super ça, en bien. fait, ouais, c'est une histoire qui est très intéressante parce que les peintres qu'on appelle de l'école de Barbizon ont commencé à fréquenter le petit village de Barbizon en nord de la forêt de Fontainebleau dans les années 1830. Voilà. Et puis il y a eu des luttes effectivement dans les années 1840 cette fois-ci, parce que l'État disait ben, c'est bien joli les vieux chênes, là, mais ça sert à rien, ça produit rien, et puis les landes, c'est pas productif. On va mettre des pins maritimes. Voilà. Et donc les peintres de Barbizon, qui étaient les premiers peintres en extérieur avant les impressionnistes, ils ont dit non mais vous êtes fous, c'est notre instrument de travail, la forêt. Voilà. Et alors c'est super parce qu'il y a eu un jeune homme qui avait une trentaine d'années à l'époque, Théodore Rousseau en fait, qui a amené un tas de trentenaires de son âge. Eux, ils avaient quitté la ville parce qu'ils en avaient marre de Paris. Voilà, ils trouvaient que c'était trop industrialisé. C'est des thèmes qui sont finalement très très contemporains. Ils avaient vraiment trouvé refuge dans ce village. Et donc en douce, la nuit, ils allaient arracher les pieds de pins maritimes. Voilà, donc il y a eu un procès. On dit que l'impératrice Eugénie aurait intercédé en leur faveur. La femme de Napoléon. Voilà, la femme de Napoléon III. Et finalement, ils ont gagné. Donc il y a eu une première loi qui a sanctifié en quelque sorte une partie de la forêt de Fontainebleau. Voilà. Donc ça a été le premier parc finalement naturel, on peut dire, au monde avant Yellowstone qui a été créé en 1872. Mais l'État est revenu régulièrement à la charge parce que toujours besoin d'argent, etc. Enfin, c'est là aussi un thème récurrent. Et notamment en 1872 où il y a un comité artistique de protection de la forêt de Fontainebleau qui est créé. Et bon, cette fois-ci, les peintres, c'est plus eux forcément qui sont à la manœuvre. Euh, Victor Hugo adhère, il devient président d'honneur de ce comité. Et George Sand fait une lettre voilà, qui fait une douzaine de pages, qui est une sorte de manifeste, où elle dit que non seulement il faut préserver la forêt parce que c'est beau, bon ça c'est un peu le côté artistique, mais elle dit aussi que c'est une nécessité. Elle parle déjà des forêts vierges qu'on abat, d'une surexploitation des sols et de la forêt. Et elle dit finalement l'industrie scientifique peine à répondre aux besoins sans cesse croissants de l'homme et qu'il faudra bien que l'homme, à un moment, ben, se réfrène dans ses besoins. Hmm. Donc Et en fait, on est au tout début de l'écoféminisme avec George Sand, parce que c'est une femme c'est vraiment qui l'écoféminisme. qui Voilà. prend sa place, et c'est une figure qu'on connaît certes, mais on n'attribue pas justement. Voilà, parce qu'en fait, elle a bénéficié du background d'avoir eu une éducation dans le Berry, à Nohant, qui est vraiment au fin fond du Berry, toujours. Hein. C'est toujours la campagne pleine. Elle gérait 200 hectares de terre. Donc elle sait ce que c'est que la terre. Contrairement à Victor Hugo, qui dit des phrases magnifiques, mais plus par intuition que par connaissance, Mhm. elle a les arguments de l'intuition et les arguments d'une femme de terrain. Voilà, et ça c'est spécial. Bien sûr. Et elle dit que les citoyens finalement doivent pour leur propre bien-être, parce que la nature ça appartient à tout le monde, se révolter contre ce qu'elle appelle elle-même des mesures d'abrutissement et d'insanité. Donc ça va très très loin. Hmm. Donc effectivement par rapport à Thoreau par exemple qui est à peu près à la même époque, bon, qui défend la désobéissance civile, Oui. voilà, qui est une mamelle d'aspiration pour les jeunes trentenaires, on peut dire que George Sand c'est une autre, vraiment un autre versant extrêmement important. À mon sens, c'est le premier texte réellement écologique en France. Ouais, ouais, c'est hyper intéressant. Et en fait, ça montre deux choses. La première chose, c'est que c'est pas le néolibéralisme actuel Ouais. qui est nécessairement au départ des destructions qu'on constate des écosystèmes. En fait, c'est bien antérieur, cette volonté de domination, de prédation sur le vivant. Et surtout, que si on a la forêt de Fontainebleau aujourd'hui qui est aussi belle, aussi luxuriante, aussi magnifique et qu'on s'y plaît, c'est grâce à l'investissement, à la lutte en fait d'artistes qui se sont opposés, Tout à fait. tu dis en arrachant les petits pousses de pain Ouais. maritime pour que Comme les ils ne faucheurs de retirent pas. Méstrogène, Exactement. certainement. Voilà. Et qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que les gestes individuels de colibri, ils sont Hmm. super, mais ils doivent s'inclure aussi dans des luttes collectives beaucoup plus importantes pour préserver le vivant et empêcher les destructions. Voilà. Et On peut dire que c'était une sorte de ZAD avant l'heure et une lutte quand même qui a duré de 1840 à 1872. Donc 32 ans de ouais, lutte. Hein. Le Larzac, ça a été moins. Notre-Dame-des-Landes, c'est un peu plus, ça fait une cinquantaine d'années. Et voilà, ça c'est une. Je suis pas sûr que ce soit la première, mais c'est une des luttes écologiques les plus essentielles. c'est passionnant. Et les Parisiens déconfinés, ben, quand ils sont à Fontainebleau, il faut qu'ils pensent à ça. C'était préservé grâce à l'action de femmes et d'hommes, voilà, qui étaient visionnaires. D'artistes visionnaires. Ouais, tout à fait. Bah, merci beaucoup. Merci Jonathan.